Bienvenue dans cette autre capsule questions-réponses où je prends des questions qui ont été posées sur des différentes vidéos publiées sur cette chaîne. J'ai choisi quelques questions que je trouve parmi les plus pertinentes pour de l'information vraiment qui je trouve qui va être pertinente pour tout le monde. Question ici. Bonjour Martin, est-ce qu'il y a des études sur l'efficacité supposément plus grande des souliers à semelles plus rigides? Je n'ai pas trouvé ma source, je continue à chercher, mais la rigidité des semelles serait un mythe. Merci à l'avance pour tes informations. Donc oui, il y a une étude, et je vais la mettre dans les liens dans les commentaires, qui démontre que oui, il va y avoir une différence entre des souliers comme des espadrilles et des souliers spécifiques de vélo. Parce que comme des souliers de course espadrilles, bon, c'est aucunement rigide. Donc oui, au niveau du transfert de puissance, ça va être beaucoup mieux d'avoir un soulier de vélo spécifique avec une semelle rigide. L'étude a aussi démontré, dans le fond, que la différence de rigidité entre un soulier extrêmement de base avec une semelle en résine et un soulier très haut de gamme avec une semelle en carbone ultra rigide, il n'y en avait pas de différence. Dans l'étude, ils prenaient le soulier le plus bas de gamme chez Specialized et le plus haut de gamme, faisaient des tests de transfert de puissance en sprint et non, ils dénotaient aucune différence notable. Donc, s'ils peuvent pas voir de différence en sprint, imaginez juste avec une puissance normale, justement, de croisière. Encore là, je dis pas que des souliers plus haut de gamme vaut pas la peine. Loin de là. Il y a d'autres facteurs, comme évidemment le confort ou l'ergonomie, la légèreté. Il y a plein d'autres choses. Ou l'épaisseur de la semelle aussi peut faire une différence. Mais de dire qu'une semelle plus rigide d'un soulier plus haut de gamme va être mieux pour le transfert de puissance, il y a rien qui prouve ça, malheureusement. Ici, on a quelqu'un qui dit « J'utilise de la paraffine granulée en rayon des matériels pour confiture de supermarché, de la fondue en casserole avec de la chaîne immergée. » Bon, c'est quelque chose que plusieurs font, honnêtement, en pensant sauver de l'argent en utilisant vraiment de la cire disponible en vrac dans des magasins à grande surface. Parce que oui, ça coûte moins cher que des formulations spécifiques. Mais par expérience et aussi les tests indépendants le démontrent que à défaut de faire un mauvais jeu de mots, c'est une économie de bout de chandelle. Parce qu'honnêtement, par expérience, puis des tests indépendants aussi le démontrent, le résultat est vraiment pas aussi à la hauteur. Pourquoi? Parce que la qualité vraiment d'un produit spécifique va être en fonction de sa formulation de la cire de base. Donc même si vous rajoutez des additifs de PTFE ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui va faire la réelle qualité. Donc, le raffinement de la cire est super important et surtout au niveau de sa dureté. C'est super compliqué de trouver le bon niveau de dureté de cire pour la base parce que si elle est juste un petit peu trop dure, elle va s'effriter finalement et perdre, et dans le fond, et partir très rapidement. Et à l'inverse, si elle est trop molle, justement, elle va plus s'écraser, justement, donc faire un peu comme une purge. La chaîne va se purger de la chaîne dès qu'il va y avoir justement des rotations, dans le fond, de la chaîne en pédalage. Et trouver cette balance-là, oui, c'est très compliqué. Puis dans les cires disponibles commercialement, il n'y a rien qui fait mention de c'est quoi la dureté. Donc le problème, c'est que souvent, ça marche quand même bien, mais c'est pas durable. Donc pour atteindre le même niveau d'efficacité ou de durée de vie de la chaîne, faut refaire le processus beaucoup plus souvent. Ce qui rend l'économie pas mal moins intéressante, en plus du temps passé à le refaire de façon régulière. Puis si au bout de ça, ça fait que l'usure de chaîne est plus rapide, il n'y a pas d'économie du tout, là. Salut Martin, est-ce que vous avez un avis sur les câbles intégrés dans le guidon? Donc, il y a deux aspects de moi qui sont assez départagés sur la question. Bon, il y a mon côté spécialiste en positionnement qui reçoit des clients qui les détestent. C'est super frustrant, quelqu'un qui arrive avec un guidon avec tout le câblage intégré ou avec un cockpit une pièce. Parce qu'en partant, on le sait qu'il va y avoir une grosse limitation sur ce qu'on peut faire au niveau des ajustements. Si je vois que la personne a besoin d'une potence de différentes longueurs ou qu'on a besoin de modifier sa position du guidon, c'est extrêmement limité. Puis souvent, il faut juste arriver avec une hypothèse parce qu'on peut pas le tester. Puis tester une hypothèse avec un guidon qui peut valoir 500 $ ou 1000 $ plus quelques heures dans le fond, d'entretien mécanique pour faire tout le changement des câbles, c'est pas gagnant. Puis à travers tout ça en plus, souvent, le niveau d'ajustement va être souvent plus bas. De l'autre côté, mon côté analytique de la performance puis de l'optimisation peut pas nier que oui,
ça fait une différence. C'est pas juste minime, ça peut être intéressant comme différence. L'aérodynamisme du guidon qui fait face au vent en premier lieu, oui, ça va faire une différence. Je peux pas le nier. Et oui, le look est intéressant. Mon vélo en a. Mon vélo, mon Parley RZ7, oui, c'est un guidon avec tout le câblage intégré. Puis je l'adore. Mais c'est de là que comme les vélos Parley que je vais vendre à mes clients, on fait le positionnement avant la commande du vélo et la vente. Faut s'assurer du positionnement avant l'achat. Ce qui malheureusement n'est pas le cas dans la majorité des boutiques. C'est que c'est un vélo qui va être déjà prémonté avec déjà une potence de telle longueur, une guidon de telle largeur déjà assemblée. Puis là, vouloir faire le changement, c'est compliqué et très coûteux. Donc, si vous voulez ce genre de guidon-là intégré, c'est super, oui, c'est très avantageux et c'est très beau. Mais il ne faut pas faire l'erreur de l'acheter déjà préassemblé et d'imaginer de pouvoir faire les remplacements à la suite. Faites faire le positionnement au départ pour être sûr que les modifications vont être faites au préalable. Puis encore là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui, étant donné que le vélo est déjà préassemblé avec une longueur de potence et une largeur de guidon prédéterminée, mais même si vous le faites au départ, il va y avoir des coûts reliés à ça aussi. C'est là que des montages comme j'ai avec Parley qui vont être vraiment à la carte et sur mesure sont avantageux parce que moi, je commande un cadre et je demande au départ de l'avoir avec une longueur de potence, une largeur de guidon qui est pas prédéterminée, donc je le commande à la carte. Donc pour moi, ça, c'est la bonne façon de faire et non pas d'acheter un vélo qui est déjà prédéterminé avec ça parce que ça peut vraiment faire beaucoup augmenter les coûts. Bonjour Martin, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui, en pédalant, font un mouvement de transition de la tête, comme le baladi, de gauche à droite. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un manque de force ou proprioception? Merci de prendre le temps de m'y répondre. Donc oui, on voit ça des fois, des cyclistes qui vont avoir un mouvement latéral de la tête qui va être synchronisé avec le pédalage. Mais c'est rarement la tête ou le cou le problème, c'est que le mouvement vient du bassin et des hanches. Donc, s'il y a une instabilité, un mouvement latéral prononcé du bassin, ça va faire, dans le fond, bouger tout le corps qui va faire bouger la tête. Donc oui, est-ce qu'un manque de muscle stabilisateur peut être quelque chose qui va le causer ou l'augmenter, le mouvement latéral? Oui. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres facteurs au niveau vraiment aussi des réglages puis du positionnement qui vont avoir une grosse influence sur la stabilité du bassin. Qui pour moi, la stabilité du bassin est probablement un des facteurs les plus importants à observer et à quantifier pendant un positionnement. Mais disons que les problématiques les plus fréquentes qui créent l'instabilité du bassin au niveau vraiment du positionnement et des réglages, ça va être une hauteur de selle trop haute, un manque de support au niveau des pieds, aussi, oui, une longueur de guidon qui va être, enfin, une portée avec les guidons qui va être trop longue. Le choix de selle, la position des cales aussi peut être des facteurs. Dans la capsule sur les meilleures pédales de route, j'ai quelqu'un qui dit « Moi, c'est SPD tout court. À quoi bon s'emmerder avec des cales qui s'usent super vite et des chaussures avec lesquelles il est encore plus compliqué de marcher. » Donc oui, même si cette vidéo-là était concentrée dans le fond sur les pédales de type route, moi, effectivement, les pédales SPD régulières de type montagne vont être un excellent choix pour beaucoup de personnes. Mais bon, pourquoi, comme il dit, s'emmerder avec des pédales de route? Oui, il y a différents facteurs qui sont plus avantageux aussi. Oui, ils sont souvent plus légères, souvent aussi l'appui va être plus stable, va vraiment permettre aussi plus de différents ajustements parce qu'on peut faire l'ajout de cales de correction à travers justement entre le soulier et les cales. La réduction de l'épaisseur aussi, dans le fond, de la distance entre l'axe de la pédale et le pied étant diminué, ça aussi, souvent, ça peut aider au niveau de la stabilité. Puis pour moi aussi, un des points qui passe souvent sous le silence, mais qui peut être important, c'est vraiment la compatibilité entre la chaussure et la pédale. Sur une pédale de route, le fond de la pédale va vraiment entrer au complet en contact avec la cale et il va pas avoir d'interférence avec les chaussures en général. Ce qui est souvent pas le cas avec les souliers de vélo de montagne où ce que les crampons latéraux vont souvent rentrer en contact avec la pédale, ce qui est souhaitable dans un certain sens. Parce qu'il faut qu'ils soient appuyés latéralement pour offrir un maximum de stabilité. Mais comme les épaisseurs varient, des fois il peut arriver qu'il va être clippé dans la cale, mais il va avoir un espace, donc dans le fond, il va pas avoir un bon appui. Ou à l'inverse, si les crampons vont être trop prononcés,
il va pas bien se clipper finalement, rentrer en contact avec la pédale. Et là, oui, ça m'est arrivé souvent d'être obligé même de limer les crampons pour qu'il y ait un bon contact. Puis après ça, souvent même, ben, ça peut nuire au niveau du mouvement latéral. S'il y a trop de pression avec les crampons, ça va faire un mouvement latéral beaucoup plus restreint. À l'inverse, si les crampons vont avoir plus de jeu, plus d'espace, ça va être très, très, très libre. Donc, la compatibilité, dans le fond, de l'interface, dans le fond, comment que ça va bien interagir entre eux, va faire, dans le fond, qu'il va avoir moins, ça va être plus instable, qu'il va y avoir plus de différence entre les différentes combinaisons. Tandis qu'avec des pédales de route, ben ça, c'est beaucoup plus uniforme. Mais bon, oui, il faut pas nier que marcher avec ça, c'est vraiment pas l'idéal. Puis oui, les cales s'usent plus vite aussi. Et la dernière question que je trouve la plus intéressante, peux-tu parler avec l'accent parisien, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai un accent? Et malheureusement, la réponse est un non définitif. C'est vraiment hors de mes capacités. Ça aurait l'air faux pas mal. Puis ça manquerait d'authenticité, non? Mais blague à part, je sais que cette chaîne-là a quand même une certaine popularité en France, puis je suis super content de ça. Je pense que c'est le fun d'avoir cette rencontre culturelle-là. Même que je me disais que si à un moment donné, je me décide à faire un podcast, ça serait le fun de le faire avec un de mes cousins français ou belges. Ça serait une belle rencontre entre les différentes cultures cyclistes à travers le monde dans la francophonie. Un trio Québec, France, Belgique. Vous pourriez me dire dans les commentaires si vous trouvez que l'idée est bonne, mais là, j'ai absolument rien de prévu là-dessus. D'ici là, ben, laissez vos commentaires dans cette vidéo ou dans les autres vidéos diffusées sur la chaîne au cours des prochaines semaines. À la prochaine!